Bien, nous venons de vivre la séance d'ouverture de cette réunion de travail organisée par l'UNESCO et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Réunion de travail qui est préparatoire au sommet mondial de l'ONU qui aura lieu à Belém au mois de mai. Donc, Adama Ouane, vous dirigez l'Institut pour l'UNESCO pour l'éducation tout au long de la vie. Et vous disiez lors de la séance d'ouverture qu'il ne fallait pas négliger l'éducation dans la gestion de la crise. Alors je crois que c'est vrai que le contexte dans lequel nous vivons là, depuis quelques mois est peut-être un contexte un peu particulier par rapport à ce défi qui est celui de l'alphabétisation durable. En effet, il y a déjà une sorte de sonnette d'alarme en se disant on est en période de crise, donc il faut couper. Et à ce jour, heureusement, on n'a pas entendu de gouvernement ou de responsables dire que l'éducation les budgets doivent être réduits. En fait, et nous le disons, la solution de la crise passe par l'éducation. Et à la base de cette éducation, il y a l'alphabétisation. Et si nous voulons que des hommes et des femmes à travers le monde puissent contribuer à améliorer leur vie, à produire, il faudrait qu'il y ait une masse critique de gens dont les capacités, les compétences sont, disons, développées pour leur permettre de faire face à leur situation et de pouvoir produire mieux, de pouvoir mieux gérer et de pouvoir partager aussi les questions fondamentales auxquelles la société est confrontée. Donc l'alphabétisation est un outil fondamental et ce n'est pas le lieu ni le moment de dire que nous pouvons faire des économies sur ces aspects parce que c'est une perception malheureusement assez répandue. Donc alerte. Vous iriez même jusqu'à dire que c'était un facteur de croissance. Je l'affirme, c'est un facteur de croissance, c'est un facteur de développement. Il y a des études empiriques avérées, prouvées, qui démontrent que c'est le gain en productivité, les gains en matière de santé, les coûts aussi, les économies. Donc pour la sécurité sociale, pour les caisses de retraite, sont énormes si les gens sont bien éduqués, bien alphabétisés, ont les compétences nécessaires pour pouvoir gérer leur propre vie. Lors du premier forum mondial pour l'éducation tout au long de la vie, que vous évoquiez tout à l'heure, vous avez eu une formule qui nous est chère à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Vous avez dit que l'acquisition de compétences et de valeurs nouvelles est un processus complexe qui recouvre la vie dans toute sa longueur, mais aussi dans toute sa largeur. Est-ce que vous pourriez préciser ce concept d'éducation tout au large de la vie? Si je pouvais parler de sa profondeur aussi, en fait, en réalité, c'est ça. Je pense qu'il y a des lieux, donc des lieux de vie, des lieux de formation, des lieux d'apprentissage. Et quand nous disons l'éducation tout au long de la vie, nous avons généralement vu un axe plutôt vertical, donc de la petite enfance à l'âge adulte, on dit du berceau au tombeau, pour reprendre. Donc, mais en même temps, la dimension de la vie, elle est aussi latérale, elle est aussi large. Il y a donc tous les lieux de vie, de production, donc à l'école, dans la famille, sur le lieu de travail, à travers les médias, c'est tous des lieux où nous apprenons et où nous appliquons ce que nous apprenons. Donc, cette dimension largeur et profondeur de la vie est une dimension que le concept d'éducation tout au long de la vie ne traduit pas toujours. Et donc, il est important, sur le plan conceptuel, qu'on se dise que c'est une éducation qui couvre aussi tous les aspects de la vie, tous les lieux où l'individu en tant que tel se trouve pour vivre, pour partager, pour gérer, pour participer à la vie de la cité. Vous voulez dire que tous les espaces de vie, qu'ils soient sociaux, familiaux, éducatifs, culturels, sportifs, sont concernés. Absolument. Alors comment percevez-vous ce discours que nous avons assez souvent dans les pays du Nord, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, même si l'école est très importante, elle ne peut pas tout toute seule et qu'il faut tenir compte aussi de l'environnement extérieur, de ce qui est à côté de l'école, à l'extérieur de l'école. Est-ce que c'est la même réalité partout? Est-ce qu'il y a l'école, est-ce qu'elle est la même partout? Oui, en réalité, c'est l'idée, le concept d'éducation tout au long de la vie épouse cette idée-là. Parce qu'en fait, l'école n'est qu'un moment, un lieu infime dans la vie des individus et dans le système d'apprentissage.
C'est quoi? Peut-être si on inclut la petite enfance jusqu'à l'âge de 25 ans pour des formations, peut-être au-delà, postdoctorales, et puis on rentre dans la production, on rentre dans la... Mais même là, l'école, c'est un moment de la journée. Avant l'école, on est dans la famille. Après l'école, on est dans la communauté, on est sur des lieux de loisirs. Alors, tous ces lieux sont des lieux d'apprentissage et de formation. Et l'idée, le concept d'éducation tout au long de la vie, essaie justement de situer l'école comme étant un segment, un vecteur, un lieu de cet apprentissage qui est beaucoup plus holistique, qui a d'autres dimensions, et ne pas faire de l'école le seul lieu, le seul facteur de formation, d'éducation. C'est ça cette idée, en disant c'est important et cette école aussi, elle doit être changeante parce que la vie évolue. Donc il faudrait que les contenus de formation, les curricula, les méthodes, les soient constamment mis à jour. Vous évoquiez aussi dans votre location d'ouverture, je dirais, ces leçons que tout le monde doit tirer on va dire de cet échec relatif quand même du monde occidental qui a mis en place une scolarisation obligatoire depuis très longtemps et qui malgré tout, Geoffroy le citait aussi dans son propos d'introduction, malgré tout, nous avons 3 millions d'adultes en France en situation d'illettrisme. Quelles leçons en tirez-vous, puisqu'il s'agit aussi de mutualiser des pratiques, comment réagissez-vous? Oui, en fait, c'est toujours la même problématique. C'est d'une part, ne pas penser que l'éducation se résume à l'école et ne pas penser que l'école, c'est le lieu d'alphabétisation. Et une fois qu'on a acquis l'alphabétisation, c'est acquis à vie. Et c'est là aussi, on se rend compte, et c'est là toutes les difficultés que le public a à comprendre, que des gens qui ont une scolarisation gratuite, obligatoire, soient dans des situations d'illettrisme. Parce qu'on pensait qu'avec l'accès à l'école, le problème a été résolu. Et c'est là, l'école reste un lieu, un moment. Et en dehors de l'école, il faut pouvoir continuer à maintenir, à développer, à promouvoir, à entretenir les compétences et même à en acquérir de nouvelles parce que la vie change, les conditions changent. Et donc, non seulement il y a une déperdition quand on n'entretient pas, quand on n'utilise pas, ça s'use quand on ne s'en sert pas. Et donc, il y a des situations d'illettrisme qui sont créées et on a de la difficulté à comprendre que non seulement ces phénomènes-là existent, mais aussi qu'elles peuvent prendre des proportions inquiétantes parce que toutes les personnes fragiles sont malheureusement concernées et ce nombre accroît avec le chômage, avec la pauvreté, avec aussi l'immigration des gens qui arrivent, même si nous disons bien, il ne faut pas confondre donc illettrisme avec apprentissage d'une langue, parce que nous avions donc des docteurs qui viennent en France ou ailleurs et qui sont en situation d'illettrisme, parce que bon, la langue du milieu, les fonctionnements, ils ne sont pas à l'aise avec, donc ils sont un peu en décalage. Mais cela n'en fait pas des analphabètes. Alors voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut pouvoir clarifier un peu, parce qu'il y a plusieurs concepts, plusieurs situations qui s'imbriquent, et ça rend le processus ou le phénomène un peu plus complexe. Alors, vous qui avez une position avec l'UNESCO qui est une position globale, mondiale, est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité francophone dans le traitement de l'alphabétisation, de la lutte contre l'illettrisme? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose pour les autres pays à retenir de cette... S'il y a une spécificité, je pense que c'est le concept même d'illettrisme qu'on trouve seulement en francophonie, une différence entre analphabétisme et illettrisme. Quand on change de langage, quand on va dans les pays anglophones, ils ont, bon, literacy, bon, alphabétisme, analphabétisme, et l'illettrisme, il le caractérise très souvent comme un alphabétisme fonctionnel. C'est-à-dire, donc, c'est vraiment situationnel. Alors que dans la communauté francophone, on a trouvé un terme pour essayer de refléter cette situation qui est celle de sociétés majoritairement lettrées ou qui sont quand même confrontées, où il y a des gens qui sont confrontés à des situations qui sont pratiquement identiques à l'analphabétisme. C'est parce que des situations où on n'est pas autonome, on n'est pas capable de pouvoir gérer sa vie, d'utiliser l'écrit dans les contextes où cela est requis. Et en plus, avec le développement, donc la technologisation, je dirais, de la société, il y a de nouvelles compétences, de nouveaux acquis qui sont nécessaires. Et face à toutes ces situations, il y a donc... alors dans le monde francophone, nous avions donc un continuum.
Donc de l'analphabétisme à l'illettrisme. Et ce continuum-là, il n'est pas simplement spécifique à la France, au Canada, à la Suisse, la Belgique, je dirais les pays industrialisés de la francophonie. Mais aussi, on se rend compte que même dans les pays pauvres, des pays du Sud, les pays en développement, une fois qu'un seuil critique d'alphabétisation est atteint, 85%, on rentre déjà dans des situations où d'abord il y a l'analphabétisme résiduel. Donc des gens qui commencent déjà à sentir une certaine honte à être analphabètes, donc à se cacher, à devenir donc des cibles pratiquement difficiles, parce que pour elles, il faut des stratégies plus ou moins différenciées. Et on a aussi des situations d'illettrisme qui apparaissent donc au niveau supérieur, des gens qui sont initialement alphabétisés, mais qui rentrent aussi dans des contextes de plus en plus complexes où leurs acquis de base sont insuffisants pour leur permettre d'être suffisamment autonomes. Merci, monsieur Alain Manouane.